I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. Participation à la construction d'une nouvelle capitale sud-soudanaise. Annonce de projets socio-économiques dans plusieurs pays. Création d'un fonds souverain pour la conquête africaine. Le Maroc voit grand, de plus en plus grand en Afrique, mais a-t-il les moyens de ses ambitions sur sa politique africaine? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce mardi 21 février. Tariq Amalki, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes membre du CMC, le Centre marocain de conjoncture, directeur du développement de la recherche scientifique et des relations internationales du groupe ISCAE. Amine Diouri également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie, nous parlerons de Donald Trump. Il y a un mois, cela faisait quelques heures qu'il était investi président des États-Unis. Un mois après, celui qui rêvait de rendre à l'Amérique sa grandeur a surtout réussi à faire grandir la contestation contre lui. Comment en est-il arrivé à un tel rejet? Et ce rejet ne va-t-il pas se retourner contre lui, le forcer à faire marche arrière sur certaines positions ou mesures? Vous nous le direz. Les décodeurs atlantiques, c'est parti. Deuxième jour de visite royale en Zambie ce mardi. La Zambie, un pays pro-Polisario, mais à la position ambiguë ces derniers mois, puisqu'en juillet dernier, le pays annonçait soutenir l'intégrité territoriale du Maroc. On en parlait hier dans les décodeurs atlantiques. Fini la logique, pas de relations, pas de commerce avec un pays pro-Polisario. C'est une nouvelle étape dans la politique marocaine en Afrique qui est désormais enclenchée. Mais la question que l'on se pose ce matin, le Maroc a-t-il les moyens de ses ambitions, de sa politique africaine? Tariq Amalki, oui, non? Écoutez, tout d'abord, il faut se réjouir de ce qui se passe. Le Maroc est en train de regagner sa place naturelle en Afrique. Le roi entame la visite du 47e pays, il me semble, depuis quelques mois, avec une percée assez notable au niveau des pays de l'Afrique de l'Est, où le Maroc, traditionnellement, n'a jamais eu véritablement de relations profondes, avec la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, des pays dont la croissance économique, on y reviendra tout à l'heure, est extrêmement forte depuis des années, des pays qui recèlent des gisements de croissance extrêmement importants pour nos entreprises. Donc la diplomatie royale est véritablement à l'offensive, et on peut faire l'analogie avec l'immobilisme total qui caractérise le champ politique, avec notamment un chef de gouvernement qui ne prend absolument aucune initiative diplomatique de fond. Donc on voit véritablement le schisme qui existe entre les deux niveaux et les problèmes que ça peut comporter. Maintenant, s'agissant des moyens, oui, moi je considère que le Maroc peut ou doit se donner les moyens pour accompagner cette offensive diplomatique à travers notamment le renforcement de la diplomatie économique, se basant sur un constat quand même qu'il faut dire à nos auditeurs, à savoir le fait que lorsqu'on considère les chiffres du commerce du Maroc avec l'Afrique, ceux-ci sont très modestes, donc au regard de l'engouement que le Maroc est en train, on va dire, de montrer vis-à-vis de l'Afrique. Donc juste un chiffre rapidement pour le montrer. J'allais vous poser la question justement, est-ce que le bilan du commerce marocain en Afrique, 40 milliards de dirhams en valeur qui sont donc échangés tous les ans avec l'Afrique, donc ce qui correspond à 7% du volume total échangé, dont à peu près 20 milliards au niveau des exportations, ce qui constitue à peine 10% du total de nos exportations. Les exportations sont orientées vers deux régions à 80%, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, avec à peine 6 pays qui, on va dire, se partagent la part du lion, notamment l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, pour ne citer que ceci. Et les secteurs sont, comme vous l'imaginez, des secteurs assez traditionnels, notamment les produits chimiques, l'agroalimentaire. Donc il y a véritablement pas mal de pistes de développement à investir. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais la balance, pour l'instant, elle est favorable ou pas favorable? Elle est favorable au Maroc, bien évidemment. Justement, donc l'idée, c'est d'équilibrer les choses à travers un certain nombre d'instruments commerciaux, économiques, financiers qui existent et dont nous parlerons
dans un moment. Monsieur PME Inforisque, Amine Diouri, oui. Vous franchement, est-ce que les PME marocaines qui sont un petit peu chamboulées par toute cette politique, j'ai envie de dire presque expansionniste, c'est vrai 47 pays, vient nous dire Tariq El-Malki, dans une durée quand même relativement courte, hein, sur 10 ans, allez 15 ans, est-ce que les PME marocaines arrivent à suivre cette politique africaine ? Alors, effectivement, je citerai un chiffre. Aujourd'hui, 90% des IDE qui sont faits en Afrique sont faits par les grandes entreprises. À peine 150 PME aujourd'hui, selon la CGEM, ont fait un pas vers l'Afrique. Donc, c'est très faible. Ça fait 10 PME par an sur 15 ans, si on calcule comme ça. Hein. Si on peut faire ce calcul-là. Aujourd'hui, 150 PME, c'est rien. Donc, il se pose un vrai problème de fond, c'est de savoir pourquoi, justement, elles ne sont pas plus présentes en Afrique. Et là, se posent plusieurs questions. Il y a un problème déjà de méconnaissance de l'environnement réglementaire, fiscal, juridique, concurrentiel dans les différents pays où ils vont s'implanter. Il y a un problème, je pense, aussi de compétitivité. Des entreprises qui ne sont pas compétitives déjà sur le marché domestique auront du mal à l'être sur des marchés étrangers. En plus, il y a de nombreux pays qui tentent de s'implanter sur ces pays-là. Je pense à la Chine, je pense aux produits turcs, indiens. Donc ça fait beaucoup de compétiteurs qui sont beaucoup plus compétitifs. Donc la PME n'a pas la taille suffisante aujourd'hui pour pouvoir aller se battre avec ces entreprises-là. Est-ce que c'est justement peut-être le train qui n'est pas relié à la locomotive CGEM, CPME? Parce qu'on voit la CGEM qui part un peu partout, hein, dans ces tournées royales, rencontrer les gros patrons, les grandes entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un train PME justement qui manque, un wagon PME qui manque justement à cette locomotive CGEM peut-être? Alors ce wagon PME, il arrivera. Il est évident que dans un premier temps, la grande entreprise doit pousser. Une des grandes forces du Maroc en Afrique, c'est son réseau de banques et d'assurances sur tout le continent. C'est ça qui va permettre, c'est les pionniers, j'ai envie de dire. Donc vous restez optimiste? Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis il y a des mesures qui sont prises concrètement pour aider les PME. Je pense notamment au programme appui à l'export du ministère du Commerce extérieur, qui vise à constituer des consortiums. Je parlais de taille critique tout à l'heure, pour aider justement ces entreprises ces PME à aller vers l'Afrique. C'est de constituer des consortiums d'entreprises, de 3 entreprises maximum, et de mutualiser les coûts. Et de mutualiser les différents moyens commerciaux et industriels dont ils auront besoin sur place. Ouais. Et puis on voit des initiatives également publiques-privées, justement d'information, de plateformes d'information pour les PME aujourd'hui naître, notamment Hub Africa ou encore Maroc Export qui a signé il y a un peu plus d'un an maintenant des partenariats d'associations avec différents offices de promotion du commerce extérieur africain, de pays africains. Oui, bien sûr, effectivement, vous avez cité cela. Maroc Export, la SMEX, il y a énormément d'organismes publics qui font également un excellent travail. Les banques également ont mis à disposition des entreprises, des plateformes justement d'information sur les différents pays d'exportation. Donc aujourd'hui, il y a de la matière, disons, pour la PME pour exporter. Sans compter évidemment le réseau bancaire présent sur place. Les assureurs crédits ont également un réseau qui est assez intéressant sur place. Donc voilà, il y a de quoi faire. Tariq El-Malki, récemment, il y a 3 mois et demi, le Maroc s'est doté d'un fonds souverain, Itmar Capital, pour servir justement ses projets de co-développement sur le continent. Je me mets à la place des auditeurs qui peut-être ne savent pas trop ce que c'est un fonds souverain et à quoi concrètement va-t-il servir ce fonds Itmar Capital qui renaît en quelque sorte de ses cendres aussi, hein. C'était un fonds qui était déjà là, qui était déjà présent. C'est un véhicule financier qui permet d'une certaine manière un certain nombre d'investisseurs privés en partenariat avec l'État. Donc l'idée, c'est que les fonds, dès qu'on parle de fonds souverains, il y a aussi la dimension publique où l'État donc investit dans des secteurs d'activité, donc sur la base de choix de critères d'investissement assez rationnels, dont des secteurs d'activité qu'il souhaite promouvoir pour ses entreprises. Et donc bien évidemment, il fait appel au secteur privé marocain comme étranger. Il y a la France a créé avec un fonds d'investissement entre la BPI et un certain nombre de pays africains pour justement regagner sa place naturelle qu'elle avait perdue. C'est étrange parce que c'était tout récemment. C'était tout récemment la France. C'était fin janvier et Itmar Capital c'était en novembre. Et d'ailleurs ça, pour compléter ce que disait mon collègue, la grande problématique des PME marocaines en Afrique, c'est elles se plaignent d'un manque d'accompagnement, que ce soit au niveau institutionnel,
personnel, que ce soit au niveau du financement et surtout l'assurance. Il n'y a aucun instrument de protection contre un certain nombre de risques, au-delà de risques politiques bien évidemment, mais surtout le risque de change. C'est pour ça que dans les solutions, il y a toute une dimension donc économique et financière à mettre en place à travers notamment, je pense à ces fonds d'investissement, mais surtout un instrument qui marche très bien dans beaucoup de pays émergents, c'est les agences de crédit aux exportations qui justement financent, enfin les États dont sont origines les entreprises investisseurs financent donc les pays hôtes, donc les pays cibles, pour justement donc qu'ils financent eux-mêmes donc leurs entreprises au niveau donc des projets d'investissement dans les pays cibles. Et pas de projet de création d'agence pour l'instant au Maroc. Il y a donc le projet Exim Bank qui existe notamment en Turquie, en Inde, en Chine et qui a été un vecteur de démultiplication extrêmement fort des échanges entre la Chine, l'Inde et les pays africains. Les exportations de ces pays-là vers l'Afrique ont été multipliées par 10 en moins de 10 ans grâce notamment à ce véhicule financier. Sans parler bien évidemment donc des fonds souverains. Donc on peut imaginer la création d'un fonds souverain marocain qui sera adossé à Casablanca Finance City, qui est là aussi qui a vocation à devenir un hub financier régional. Donc pourquoi ne pas créer ce type de fonds d'investissement pour justement permettre à nos entreprises d'investir ces marchés-là à condition de cibler les secteurs. Donc il ne s'agit pas d'investir partout. Bien sûr. Donc les télécommunications, la banque, l'assurance, les énergies renouvelables, l'immobilier, le logement social notamment. Donc ça c'est un aspect. J'aurais d'autres éléments de manière plus globale. Amine Diori. Cette agence, notamment pour les crédits octroyés, les assurances de crédit pour les PME marocaines, pour les exportateurs marocains, ça peut quelque chose qui peut fonctionner ? Oui, effectivement, l'assurance crédit pour protéger contre le risque de contrepartie export. Oui, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant, mais il faudrait voir du côté des assureurs traditionnels aujourd'hui que sont Coface et peut-être aujourd'hui la SMEX également qui travaillent sur ces aspects-là. Oui, ça devrait aider effectivement. Une des problématiques soulevées aussi pour les entreprises, c'est la problématique du financement du cycle d'exploitation que Tariq a cité. Ça aussi, effectivement, c'est un besoin important qui n'est pas couvert aujourd'hui. Et la BCP, à travers les différentes conventions qu'elle a signées en Afrique, notamment, va travailler sur ces aspects-là et couvrir l'aspect financement. Donc ça se met progressivement en route en tout cas. Le Maroc a-t-il les ambitions, les moyens de ses ambitions, de sa politique africaine? Toute la différence. C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques ce matin. Vos décodeurs, Amine Diori, rebonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforis. Tariq Amalki également avec nous, rebonjour. Rebonjour Landry. Vous êtes directeur du développement de la recherche scientifique et des relations internationales du groupe ISCAE et membre du Centre marocain de conjoncture. On évoquait tout à l'heure quelques pistes justement pour aider les entreprises exportatrices marocaines à davantage conquérir le continent en prenant moins de risques. Alors vous évoquiez la création notamment d'une agence d'assurance crédit pour le Maroc. Quelles autres pistes peuvent être envisagées pour le Maroc pour avoir justement pour couvrir la totalité de ces moyens et d'ambition sur le continent? D'abord, avant de rentrer dans les détails des mesures techniques, il faut déjà imaginer une vision. Donc une vision qui soit basée sur une sorte de partenariat, de co-développement tripartite entre le Maroc, l'Union européenne et l'Afrique, tirant profit justement de l'implantation des entreprises françaises dans un certain nombre de secteurs d'activité au Maroc, et avec comme objectif pour l'économie marocaine de se diversifier à des nouveaux partenaires et d'augmenter le rythme des exportations à travers un modèle qui marche très bien dans d'autres pays, notamment ce qu'on appelle la colocalisation. La colocalisation, c'est quoi? C'est que les entreprises marocaines qui sous-traitent aujourd'hui
une partie donc, ou plutôt les entreprises françaises qui sous-traitent une partie de leur production au Maroc dans un certain nombre de secteurs d'activité, notamment l'automobile, une partie de cette production serait à son tour sous-traitée dans un certain nombre de pays africains, et ça permettrait donc à l'Afrique de structurer, ou en tout cas de moderniser leur économie, de bénéficier des transferts de technologie, et nous, ça nous permettrait de monter en gamme, et selon un certain nombre d'études, des chiffres qui sont donnés à travers ce modèle, le Maroc peut augmenter les exportations de ses automobiles de 1,6 milliard de dirhams aujourd'hui à 7 milliards en 2025, pardon. 2025. Ah oui, ce qui était dans le assez secteur considérable. Export, dans le secteur agroalimentaire, on peut passer de 1,4 milliard de dirhams aujourd'hui à plus de 5 en 2025, et le secteur électrique, pareil, de 1,5 à 4,5. Donc à travers ce modèle de la colocalisation. Il y a également le modèle qui est adopté en ce moment, qui commence à être adopté dans les accords de coopération. À ma connaissance, un exemple, l'usine, ce qu'on appelle l'usine OCP au Gabon, donc l'OCP qui est en train ou a ouvert une joint venture entre le Maroc et le Gabon, donc qui permet d'exploiter les ressources naturelles au Gabon, et de fabriquer des engrais dont donc une partie est écoulée sur le marché gabonais, et l'autre partie au niveau donc réexportée au niveau du Maroc et des pays de la région. Il y a également toute la dimension Afrique de l'Est et Nigeria. Il faut savoir que le Nigeria, d'ici 2030, va absorber près de 15% des dépenses de consommation totale de l'Afrique et 23% des dépenses d'investissement. Donc, fort de notre engagement dans les télécoms, la banque, l'assurance, on peut donc imaginer le même modèle dans le secteur de la logistique et du transport aérien, notamment, en capitalisant sur le nouveau projet d'infrastructure, la grande usine, le gazoduc qui a été créé donc récemment, dont l'objectif est de relier le Nigeria au Maroc. Donc on peut là, à travers cela également, imaginer un vaste marché énergétique commun qui va de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, de l'Afrique de l'Ouest au Maroc, et imaginer dans un deuxième temps son intégration dans le réseau énergétique européen. Et le dernier point, c'est la coopération technique, où le Maroc peut, entre guillemets, exporter ses bonnes pratiques dans un certain nombre de secteurs sociaux qui ont fait leur preuve au Maroc. Je pense à l'électrification rurale, oui, la formation professionnelle, les logements sociaux et l'agriculture. C'est vrai que sur ce volet-là, notamment logements sociaux, on voit le Maroc qui développe notamment beaucoup de chantiers, beaucoup de projets, voilà, notamment dans la capitale, la nouvelle capitale sud-soudanaise, voilà, qui est en construction. Le Maroc, oui, qui rivalise avec des entreprises sud-coréennes tout de même sur ce chantier de la capitale, nouvelle capitale sud-soudanaise. Donc nous avons un savoir-faire sur lequel on pourrait capitaliser et l'exporter donc dans un certain nombre de secteurs de pays africains. Et sur le plan institutionnel, le dernier élément, c'est disons la nécessité pour le Maroc de mettre en place un accord de libre-échange global avec ce qu'on appelle l'UEMAO, donc l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, sur la base donc des 8 accords bilatéraux qui ont été signés avec ces pays-là. Et donc l'objectif, c'est justement sur le plan institutionnel, à travers cet outil extrêmement important, donc de favoriser donc les échanges entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Et puis le Maroc qui pourra peser dans cette fameuse zone de libre-échange continentale qui est en création, qui était en discussion lors du dernier sommet de l'Union africaine. Mais en ayant, juste pour terminer, en tête que l'optique, c'est un partenariat tripartite entre l'Union européenne, le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas aussi oublier donc la dimension Union européenne qui est quand même extrêmement important, donc en tant qu'élément catalyseur de ces échanges entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest notamment. Amine Diouri, je voudrais qu'on termine justement sur la France. Tout à l'heure, on en parlait avec Tariq Amalki, la BPI France et Afrique Invest qui ont lancé fin janvier un fonds franco-africain. C'est le premier du genre sur le marché français, sur le marché européen. Et le Maroc qui a lancé tout récemment également, c'était il y a 3 mois et demi, ce fameux fonds souverain, on en parlait, Itmar Capital. On doit s'inquiéter de la concurrence des Français qui commencent à regarder de plus en plus l'Afrique comme un réel objectif. Il l'avait un petit peu abandonné ces dernières années. On a vu François Hollande arriver l'autre fois au Mali pour le sommet Afrique-France. Maintenant, les Français reviennent à la charge. Oui, effectivement. L'Afrique, via la francophonie, était l'ancien précaré de la France. C'est vrai qu'après, qu'en observant les taux de croissance en France, ils se disent que les relais de croissance possibles ne peuvent se faire qu'en Afrique. Donc ils tentent de réinvestir ce terrain.
Maintenant, le Maroc a pris l'avantage sur la France dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine bancaire. Les banques marocaines présentes dans un certain nombre de pays africains ont relayé au second plan les banques françaises. Et je citerai l'exemple qui est très frappant à mon avis, celui de Lafarge, qui s'est associé avec la SNI pour créer Lafarge Holcim Maroc, qui va être présent également sur l'Afrique. Et Lafarge a bien vu que grâce au réseau de SNI sur l'Afrique, il allait pouvoir s'implanter plus facilement sur ce continent. Donc c'est vraiment une illustration de la qualité du réseau marocain sur l'Afrique aujourd'hui. Et donc on doit s'inquiéter ou au contraire pas du tout s'inquiéter, mais forcer la main peut-être aux Français pour faire des coopérations sur l'Afrique? Il faut être modérément inquiet, puisque de toute façon le Maroc a énormément de points forts dans son offre vers l'Afrique pour tenir tête à la France. Non, effectivement c'est un concurrent sérieux, mais j'en ai cité d'autres. Il y a la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie. La France n'est pas le seul pays à vouloir re-rentrer sur le marché africain. Donc voilà, il faut faire valoir ses atouts, et le Maroc en a énormément. Juste par rapport à ce point, moi la dimension européenne, je la verrais plus dans ce modèle de co-traitance industrielle. Là où le Maroc peut véritablement mettre en place des partenariats gagnant-gagnant, c'est à travers le système des joint ventures avec des entreprises ou des fonds d'investissement issus des pays du Conseil du Golfe. D'ailleurs, à ce titre, Tijari a contracté ou a mis en place donc un fonds, un partenariat donc avec un fonds d'investissement issu d'Abu Dhabi, et avec cet accord de libre-échange que nous appelons de nos vœux, le Maroc pourrait être une clé d'entrée donc pour les entreprises ou les fonds d'investissement issus des pays du Golfe, et donc fort là aussi de nos relations privilégiées avec ces pays-là, nous pourrions donc imaginer un modèle là aussi de partenariat gagnant-gagnant sur la base donc des joint ventures. Donc le Maroc, hub africain finalement, hub, porte d'entrée pour plusieurs pays, pour plusieurs continents. Les pays de l'Union européenne et pour donc les pays issus du Golfe. Mais il y a une dimension aussi, parce qu'on a trop insisté sur la dimension économique et financière, il y a pas que ça quand même. Il y a la dimension aussi culturelle, intellectuelle et religieuse. Donc tout ce qui est donc lié au partenariat entre les universités marocaines et les universités africaines qui favorisent la mobilité des étudiants, des professeurs, la mobilité des cadres africains. Pourquoi ne pas imaginer une sorte d'Erasmus à l'africaine? Là aussi, ça permettrait donc de consolider les liens entre le Maroc et ces pays-là. Donc la dimension culturelle et religieuse, voire même parlementaire, à mon sens, elle est fondamentale. L'économie ne peut pas résoudre à lui seul l'ensemble des problèmes. En tout cas, des questions qui seront sans doute évoquées, abordées avec, dit-on, la création d'un prochain ministère africain lors d'un prochain gouvernement. La première tentative a été faite au début des années 60, il faut le rappeler. La seule d'ailleurs tentative. Allez, on va parler dans quelques instants de Donald Trump. Un mois déjà qu'il est en fonction comme président des États-Unis, la contestation qui grandit de l'autre côté de l'Atlantique. Alors comment en est-il arrivé à cette situation et ce rejet d'une partie des Américains? Ne va-t-il pas le forcer à faire marche arrière sur certaines positions ou mesures? C'est déjà le cas, notamment sur la question de la Chine unique. Mais avant, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Diori, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Non, ce sera un coup de cœur pour l'entreprise Kilimanjaro Environnement qui a reçu 2 prix aux États-Unis pour tout ce qui est traitement des déchets. Il avait déjà reçu un prix lors de la COP22, donc félicitations à cette entreprise qui montre encore une fois un savoir-faire marocain dans ce domaine-là. Ouais, particularité de cette entreprise, on le rappelle, sans faire de publicité, mais c'est vrai qu'elle a été récompensée à de nombreuses reprises. Elle fabrique du carburant biodégradable quelque part, c'est ça, si je ne me trompe pas. Alors en fait, c'est une appli mobile qui permet aux ménages de faire appel à un agent de collecte chaque fois qu'il y a à ramasser des déchets recyclables qui vont ensuite être envoyés vers des plateformes de valorisation de ces déchets. D'accord. Bon, tout autre. Il y a une autre entreprise qui ressemble avec ce prénom, qui fait du biocarburant. Tariq Amalki, un coup de gueule, un coup de cœur?
Moi, malheureusement, ça sera un coup de gueule. Donc, j'ai, comme beaucoup de citoyens marocains, suivi avec beaucoup de consternation et d'affliction les propos du leader d'extrême droite hollandais, Monsieur Wilders, qui a des fortes probabilités de gagner les prochaines élections et qui, dans l'impunité et la plus totale, a donc ciblé de manière extrêmement insultante l'ensemble de la population marocaine en les traitant de racailles, il me semble. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est l'absence de réaction chez nous, que ce soit des politiques, que ce soit le ministère des résidents marocains à l'étranger, la société civile. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse banaliser, même si on va en parler dans un instant, le populisme et la démagogie qui sont de mise un peu partout. C'est un peu l'histoire de la grenouille qui chauffe à petit feu dans la marmite. À un moment donné, l'eau est tellement chaude, mais elle est déjà morte, bouillie. Là, je pense qu'on assiste véritablement à une banalisation de ces propos qui nous rappellent, même si je ne l'ai pas vécu personnellement, un peu le climat pré-Seconde Guerre mondiale. Là, si les choses continuent ainsi, il ne faudra pas s'étonner de voir revenir des pratiques qu'on pensait bannies, notamment les pogroms qui ciblent des catégories particulières de la population, et ça sera les musulmans dans les années qui viennent si rien n'est fait. Élections législatives aux Pays-Bas, on le rappelle, le 15 mars prochain, 9h48 sur Atlantique Radio. Notre deuxième sujet des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Tariq El Malki, membre du Centre marocain de conjoncture, directeur du développement, de la recherche scientifique et des relations internationales du groupe ISCAE, et Amine Diouri, responsable PME chez Inforis. Qu'on parle de Donald Trump. Il y a un mois, jour pour jour, cela faisait quelques heures qu'il était investi président des États-Unis. Qui l'aurait imaginé? En tout cas, certainement pas les sondages. Un mois après, celui qui rêvait de rendre à l'Amérique sa grandeur et surtout a surtout réussi à faire grandir son impopularité, sa contestation contre lui. D'abord, avant de parler du fond et peut-être de cette question, est-ce que ce rejet va le forcer à faire marche arrière sur certaines positions ou mesures? Je voudrais vous poser la question, en un mois, très rapidement, brièvement, qu'est-ce que vous retenez de pire ou de mieux chez Donald Trump? Amine Diouri, pour commencer. Moi, ce que je retiendrai, c'est la journée sans immigrés. La journée sans immigrés? Ouais. Tariq El Malki? Pareil. Moi, je retiendrai, avec un peu de circonspection, les manifestations des Femen, il me semble, contre Trump. En me disant quand même, oui, c'est bien sympathique tout cela, mais finalement, ça sert à quoi? Ce sinistre monsieur a été élu très confortablement, avec une majorité de grands électeurs, comme vous l'avez rappelé, qui aurait imaginé ça. Donc, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde où tout est possible. C'est ce que Jacques Attali avait appelé la post-démocratie, d'une certaine manière. Je crains qu'on y est, avec des scénarios de plus en plus loufoques, mais de plus en plus réalistes, malheureusement, qui auraient imaginé le Brexit il y a un an en Angleterre, qui aurait imaginé M. Trump, demain l'élection de M. Wilders, peut-être après-demain l'élection de Mme Marine Le Pen en France. Personnellement, nous ne sommes plus à l'abri d'aucune catastrophe ni d'aucun cataclysme. La solution, c'est comment sortir de cela, et c'est là où véritablement le bas blesse. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un mois, un peu plus d'un mois, tous les médias commençaient à se poser sérieusement la question, et finalement, Donald Trump, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, au moins pour la création d'emplois aux États-Unis? Parce que on en parlait d'ailleurs dans les décodeurs atlantiques, il n'y avait eu jamais autant d'annonces de création d'emplois pour un président qui n'était pas encore investi, un président américain qui n'était pas encore investi. On rappelle que Amazon et puis d'autres mastodontes de géants du net américains avaient annoncé des créations d'emplois qui, tout cumulé, tournaient autour d'1 500 000 emplois directs et indirects sur les 5 à 10 ans à venir, ce qui était quand même déjà relativement beaucoup. Un mois après, c'est tout autre. Finalement, il a réussi à se tirer une balle dans le pied tout seul, Donald Trump, Amine Diouri? Alors sur le plan économique, les avis sont partagés. Je lisais une étude récemment d'une spécialiste économique qui disait que Donald Trump allait mener les États-Unis vers la récession très prochainement. Donc il y en a d'autres qui disent effectivement qu'il va créer énormément d'emplois. Au détriment de l'écologie ou d'autres questions. Et je lisais aussi autre chose d'un point de vue économique qui était assez intéressant, c'est que Trump, d'une certaine façon, en remettant en cause un certain nombre de choses, notamment tout ce qui est globalisation économique, via la remise en cause des différents
partenariat de libre-échange, etc., avec ses partenaires, il nous forçait il forçait les différents pays à se remettre en question et de revoir leur modèle économique et peut-être de voir d'autres modèles de libre-échange, notamment un modèle qui marche bien, qui est le modèle chinois, qui est celui en fait d'imposer aux entreprises qui veulent, aux entreprises qui veulent vendre à la Chine, de produire une grande partie de la production sur place, par exemple. Donc une dose de protectionnisme, tout en étant ouvert sur le monde. Ça peut être une solution crédible, tenable pour les États-Unis. Il faut savoir que M. Trump n'est que l'aboutissement finalement de 30 ans, et c'est là où je reviendrai. C'est l'ironie, c'est un certain nombre de mesures qu'il a prises qui vont à l'encontre justement de l'idéologie pour laquelle il prétend avoir été élu. Donc c'est un petit peu la conséquence de 30 ans de mondialisation financière, de dérégulation financière à outrance, à base de délocalisation, de fermeture d'usines qui expliquent en grande partie la crise de 2007-2008, dont M. Trump, à travers le protectionnisme tarifaire, d'ailleurs ce qu'a essayé de faire sans succès M. Montebourg en France notamment. Donc l'idée c'est de pousser les entreprises à se relocaliser pour d'une certaine manière réindustrialiser donc un certain nombre de pans entiers de l'économie. Donc le secteur de l'automobile, vous l'avez cité, mais ce million d'emplois annoncé n'est qu'un effet d'annonce. Ouais. Pour l'instant, Ford qui va créer une usine vraisemblablement dans le Michigan, au lieu du Mexique. Non, mais elle n'a pas décidé de surseoir à la création d'usines au Mexique. Donc les effets d'annonce sont extrêmement faciles à faire. Monsieur Trump est prisonnier d'un certain nombre de lobbies, notamment les lobbies pétroliers, les lobbies de Wall Street, et c'est là que j'aimerais quand même évoquer une loi qui va justement donc à l'encontre de ce pourquoi il prétend avoir été élu, c'est l'abrogation du Frank Dog Act qui a été mis en place par Barack Obama en 2010, qui permettait justement de réguler les activités bancaires en justement les poussant à se recapitaliser, en protégeant les consommateurs contre l'abus, l'usage abusif des crédits. Ouais, c'était une balle dans le pied, là, Tariq El Malki, concrètement. L'idée, c'est qu'il est en train de créer les conditions d'une crise financière qui va arriver peut-être pas demain, dans 5, dans 10 ans, et puis donc, bien évidemment, crise financière qui va nous réentraîner dans le spectre, dans la spirale infernale de la crise économique et sociale. Mais vous le pensez donc, avec une arrière-pensée de Donald Trump, peut-être que les États-Unis peuvent sortir? Non, pour le moment, il est dans une logique de faire plaisir aux lobbies qui l'ont élu, le lobby de Wall Street, les pétroliers, parce qu'il est en train de revenir également sur beaucoup de règles ou de lois votées par l'administration Obama dans les 6 derniers mois, notamment tout ce qui est lié aux engagements énergétiques des États-Unis. Donc il est en train de satisfaire des lobbies, mais ce faisant, il est en train donc de créer les conditions d'une crise financière qui sera peut-être beaucoup plus cataclysmique que la précédente, de l'avis même de Bill Gates il y a quelques jours. Ouais. Amine Diouri. Oui, effectivement, sur le plan économique, je pense que tout a été dit là-dessus. Il y a un autre aspect aussi où on voit énormément de mouvements depuis un mois, c'est sur le plan social. On a parlé de la marche des femmes, qui a quand même réuni plus de 3 millions de femmes. Dès le lendemain de son investiture, pardon. Exactement. Il aurait peut-être fallu le faire avant. Oui, peut-être une meilleure mobilisation. Effectivement, ça aurait pu éviter les catastrophes. La journée sans immigrés, on est un peu dans un climat, j'ai envie de dire, post-années 60, où les tensions... Mais est-ce que vous pensez justement que cette contestation qui commence à naître, on voit des taux d'impopularité records pour un président américain à peine entré en fonction, est-ce que ça peut le forcer à faire marche arrière sur certaines position, certaines mesures? On l'a vu revenir en arrière sur la Chine notamment. Personnellement, je crains que non. Enfin, juste rapidement, en lisant un certain nombre de papiers sur ce qui se passe aux États-Unis, son socle électoral de base, ceux qui ont voté pour lui en majorité, le soutiennent aujourd'hui plus que jamais. Et vous savez ce qu'ils disent, c'est la première fois qu'un président des États-Unis fraîchement élu est en train de tenir ses promesses, et c'est pour ça que nous le soutiendrons. Donc M. Trump risque, à mon sens même, de finir son mandat et d'en faire un deuxième, malheureusement. Tariq Amine Diouri. Ce n'est pas souhaité, bien évidemment. L'autre risque qui est possible, c'est aussi l'impeachment. Beaucoup en parlent également aux États-Unis, pour plein de raisons, compte tenu de sa proximité avec la Russie, compte tenu de possibilités de transmission d'informations secrètes. Enfin, beaucoup de choses font penser qu'il est possible qu'il y ait un impeachment. En tout cas, on en parle.
Donc voilà, c'est quelque chose qui pourra arriver avant le terme de ce mandat, ça c'est certain. Vous êtes d'accord avec Tariq Amaki qui nous dit il peut faire un deuxième mandat, peut-être gagner aussi. Alors Tariq Amaki n'a pas dit ça, moi je le dis. Je le dis par rapport à ce que annonçaient notamment beaucoup de journaux aux États-Unis. Est-ce qu'il peut gagner la bataille de l'emploi ? Son pari sur l'emploi en tout cas, au détriment des règles environnementales et d'autres règles. Hein. J'y crois pas tellement. Pour l'instant, je ne vois que des effets d'annonce. Sa politique qui est de protectionniste ne va pas marcher sur le long terme. On voit bien que si on applique des règles protectionnistes sur un pays, si tout le monde commence à appliquer des mesures protectionnistes, les États-Unis ne vendront plus et on va stopper le commerce mondial. À mon avis, c'est quelque chose qui ne tiendra pas sur le long terme. Il ne peut pas mettre en application tout ce qu'il a dit sur le plan économique. Je n'y crois pas. Tariq Amaki, 20 secondes. Monsieur Trump, visiblement mal préparé, qui s'inscrit dans une logique aventuriste, c'est quelqu'un qui est déjà en phase de préparation de sa prochaine élection. C'est un candidat permanent. D'ailleurs, j'en peux faire l'analogie avec un autre personnage plus proche de nous. Et en témoigne le dernier meeting qu'il a organisé en Floride au saut d'avion. Lorsqu'il se dirigeait vers sa résidence privée, c'est quelqu'un qui a déjà commencé la levée de fonds pour les élections de 2019. Bon, on n'a pas fini en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui est déjà dans une logique de préparer sa propre élection. Au-delà qu'il perde la bataille de l'emploi, il est trop tôt pour le dire, mais c'est quelqu'un qui en tout cas, véritablement, a l'air de savoir ce qu'il fait, a l'air de savoir à qui il s'adresse, a l'air de savoir quoi faire pour gagner les élections. Merci beaucoup messieurs. Tariq Amaki, membre du Centre marocain de conjoncture, directeur du développement, de la recherche scientifique et des relations internationales du groupe ISKE, Ami Dury, responsable le PME chez Inforisque. À très bientôt. Vous restez avec tout dans un instant. Les experts Atlantique, votre émission citoyenne à 10h10 avec Fessat Allaoui à 10h. Le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée sur Atlantique Radio.